procéder dans un premier temps à l'appel. Pierre Pascal. Présent. Nadine Curie. Jérôme Noble a donné procuration à Sonia Bilbétis. Caroline Guéraud a donné procuration à Cyril Duru. Frédéric Lahari. Présent. Cathy Vicente. Présente. François Cramassé. Présent. Sandrine Coelho. Serge Arlat. Présent. Chantal Rochefort a donné procuration à Nadine Duru. Davy Camille a donné procuration à François Cramassé. Christine Vicente. Présent. Miguel Faure. Présent. Siliès Plan m'a donné procuration. Cyril Duru va arriver. Chénaïos Turc a donné procuration à Sandrine Coelho. Vincent Courez. Présent. Christian Burga. Présent. Vincent Baudonne a donné procuration à Miguel Forte. Sonia Bilbétis. Présent. Frédéric Romero. Pardon. Elle est là. Jean-Michel Mavis. Alain Callio. Présent. Mylène Larieux a donné procuration à Christelle Elie-Ramuno. Christelle Elie-Ramuno. Delphine Ouvrance. Sébastien Robert. Présent. Et Jean-Pierre Lavallée. Je fais circuler la feuille de présence. Il convient que nous adoptions le... Oui, pardon. Donc je propose comme secrétaire de séance Cathy Vicente. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. Donc, pour l'approbation du PV du dernier conseil municipal, donc du 17 novembre 2022, je vous propose de l'adopter tel qu'il vous a été envoyé. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Il est donc adopté, je vous remercie. Il n'y a pas eu de décision prise depuis le 17 novembre. Ça nous permet donc d'entrer directement dans l'ordre du jour du Conseil avec la première délibération qui est un avenant au cahier des charges de cession de terrain de la zone d'aménagement concerté de Trois-Fontaines concernant la cession des îlots S6 et F8 à la société dénommée Comité ouvrier du logement Pierre Pasquier. Donc, Madame le maire, rappelle au conseil municipal cette délibération date du 24 novembre 2017, approuvant le cahier des charges de cession de terrain, CCCT, de la zone d'aménagement concerté ZAC de Trois-Fontaines. Il est rappelé que ce CCCT a pour objet, dans toute la durée de la réalisation de la ZAC, de déterminer les prestations que l'aménageur fournit à l'acquéreur du terrain concerné et de fixer les droits et obligations souscrits par l'acquéreur du terrain. Le CCCT est l'objet d'un avenant lors de chaque cession de terrain, en indiquant notamment le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisé sur la parcelle cédée. Ainsi, pour les lots S6 et S8, une procédure de cession est actuellement en cours avec la société dénommée Comité ouvrier du logement, COL. Il convient donc d'approuver l'avenant du cahier des charges de cession de terrain, ci-après annoncé, afin que ce CCCT et les avenants soient joints à l'acte de cession. Ces avenants mentionnent notamment, donc, pour l'îlot S6, le nom d'acquéreur, donc SCDC HLM de Col, superficie du terrain 8735 m², superficie de plancher 3218,5 m², nature du programme, construction de 47 logements mixtes seniors avec capacité. Pour l'îlot S8, nom d'acquéreur SCIC HLM de Col, superficie du terrain 4864 m², superficie de plancher 2103,20 m², nature du programme, construction de 28 logements, 18 en collectif, 10 villas du neuf. Ainsi, si les nouveaux conseils municipal d'approuver ces avenants au CCCT. Après sa annexe et joint, il y a les avenants approuvés par le maire. Cyril Duru est arrivé, donc on peut le consigner sur le procès verbal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à cette délibération qui est un petit peu la même que celle qu'on avait passée, pas au dernier conseil, mais à celui d'avant, me semble-t-il, avec notre... Pas de question. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. La deuxième délibération, c'est donc un accord de cession de parcelles sur la zone d'aménagement concerté des Trois-Fontaines pour les lots S6, S8 et S10, c'est toujours Pierre Pasquier. C'est un petit peu différent, c'est une petite nuance, donc c'est des accords de cession de parcelles. Donc, Madame le maire, rappelle au conseil municipal cette délibération date du 3 novembre 2022, approuvant l'avenant
au CCCT de la ZAD de Trois-Fontaines pour la vente de l'îlot S10 à la société SCCV Fondon, ainsi que sa délibération du 1er décembre 2022 approuvant les avenants au CCCT de la ZAD de Trois-Fontaines pour la vente des lots S6 et S8 à la société dénommée Comité ouvrier du logement. Il convient donc à la demande de l'aménageur à la SAPEL d'autoriser les sessions suivantes et de signer les actes en la forme authentique. Pour l'îlot S8, cession des parcelles cadastrées AP 327, 328, 330, une superficie de 10 735 m² au profit de la société dénommée Comité ouvrier du logement, avec les caractéristiques suivantes: acquisition foncière en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 47 logements à usage d'habitation pour une surface plancher de 3 370 m². Ce programme comprend la réalisation de 18 logements locatifs sociaux et 29 logements en accession sociale à la propriété. Le prix de cession est de 625 040 € hors taxe. Pour l'îlot S8, cession des parcelles cadastrées section AO, numéro 87P, 21P, d'une superficie de 4 864 m², au profit de la société dénommée Comité ouvrier du logement, avec les caractéristiques suivantes. Donc, acquisition foncière en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 28 logements à usage d'habitation, pour une surface plancher de 2103 m². Ce programme comprend la réalisation de 18 logements collectifs et 10 villas en accession sociale à la propriété. Le prix de cession est de 145 660 € hors taxe. Pour l'îlot S10, cession des parcelles cadastrées A0, 021, 20P, 022P, 129P, une superficie de 2619 m², au profit de la société dénommée SCCV Fondon, avec les caractéristiques suivantes: acquisition foncière en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 27 logements à usage d'habitation pour une surface plancher de 2137,30 m². Ce programme comprend la réalisation de 6 logements en accession maîtrisée et 21 logements en accession libre. Le prix de cession est de 955 383 € hors taxe. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver les îlots S6, S8 et S10 ces cessions avec les caractéristiques suscitées et d'autoriser la SAPEL à signer les actes de vente correspondants. Il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. En l'absence de Caroline Guéraud, je vais donc présenter la délibération suivante sur la convention territoriale globale. Donc, vu la volonté de la commune de continuer à développer une politique éducative et sociale sur son territoire, considérant l'arrivée au terme au 31 décembre 2021 du contrat enfance-jeunesse, Madame le maire explique que le CEJ, contrat enfance-jeunesse, arrivé à terme au 31 décembre 2021, n'est pas reconduit par la CAF. Celui-ci est remplacé par une convention territoriale globale à l'échelle du Seignan. La convention territoriale globale est une démarche stratégique partenariale avec la CAF, la communauté de communes du Seignan, les communes du Seignan et le conseil départemental qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et couvre notamment les domaines suivants: accès aux droits, accueil de la petite enfance, accueil péri et extrascolaire, jeunesse, soutien à la parentalité et animation à la vie sociale. La CTG a pour finalité le bien vivre des familles du territoire du Seignan par la création et l'animation de services co-construits avec les partenaires de terrain et adaptés aux réalités locales et quotidiennes. Il nous est donc demandé de m'autoriser à signer la CTG avec la CAF, la communauté de communes du Seignan, les communes du Seignan et le conseil départemental des Landes. Donc le document normalement était joint à l'envoi de la délibération. C'est un document qui a fait l'objet de plusieurs réunions de travail avec l'ensemble des partenaires, sur lesquels on a été sollicité quant à sa rédaction notamment, et sur lesquels nous, en tant que collectivité, on a eu un regard assez engagé sur le fait de ne pas être démunis de nos compétences, puisque je le rappelle, si bon nombre de communautés de communes ont pris la compétence enfance, qui est une compétence optionnelle dans leur giron, ici dans l'enseignant, ce n'est pas le choix qui a été fait, donc ça reste des compétences municipales. Et pour nous, c'était donc important que cette CTG ne nous contraigne pas à ce niveau-là.
puisqu'on a l'impression quand même, pour en parler avec les collègues des autres communes, qu'on arrive chacun à répondre aux besoins qui sont les nôtres sur nos territoires, qui sont quand même ceux qu'on connaît le mieux au regard des besoins particuliers de chaque commune, puisqu'on a quand même des typologies de communes différentes. Donc le document qui est présenté là est le fruit d'un travail quand même qui a été mené depuis plusieurs mois avec l'ensemble des partenaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au contenu de la CPG ou à la délibération? Oui, c'est signé évidemment, cette délibération, elle passe dans toutes les communes du Sénat et elle passera donc au conseil communautaire aussi, puisque le conseil communautaire devra valider la même chose pour que la présidente soit autorisée à signer la CPG, puisque c'est elle qui pilotera la coordination. Donc il n'y a pas de remarques, pas de questions. Des votes contre ou des abstentions? C'est donc adopté. La délibération suivante, c'est la traditionnelle délibération sur l'avis sur la dérogation au repos dominical pour l'année 2023. Et en l'absence de Jérôme Noble, c'est Cyril Duruy. Madame la Présidente, rappelle au Conseil municipal que la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques a profondément modifié le régime de dérogation au repos dominical accordé aux salariés des établissements de vente de détail, de biens ou de services. Madame le maire rappelle que la commune d'Orne n'étant pas classée en zone touristique ou commerciale, elle ne peut pas bénéficier de dérogation permanente au repos dominical et doit donc, dans l'attente d'une délimitation d'une zone touristique par arrêté de préfet de région, se conformer à l'article 3132-26 du Code du travail. Article fixé pour les modalités selon lesquelles le repos dominical peut être supprimé par décision du maire dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. La décision du maire ne peut intervenir qu'après avis du conseil municipal. Le nombre de dimanches devant aller de 5 à 12 maximum par année civile. Quand le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise pour avis, après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI. La fiscalité propre de la commune est membre. À défaut de délibération dans les 2 mois qui suivent la saisie, l'avis est réputé favorable. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Il convient de rappeler que les dérogations sont accordées collectivement pour l'ensemble des établissements relevant de la même branche d'activité, code NAF, nomenclature des activités françaises identiques. Considérant qu'après consultation des commerçants, il ressort la liste de ces 12 dimanches suivants pour l'année 2023. 30 avril 2023, 18 juin 2023, 16 juillet 2023, 23 juillet 2023, 30 juillet 2023, 6 août 2023, 13 août 2023, 20 août 2023, 27 août 2023, 17 décembre 2023, 24 décembre 2023, 31 décembre 2023. Considérant que la communauté des communes du Sénat a indiqué qu'elle ne prononcerait pas sur cette demande. Considérant que la loi prévoit à l'article 3132-27-1 et la L 3132-27 du Code du travail que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Il demande au conseil municipal de donner un avis favorable à l'ensemble de ces demandes de dérogation au repos dominical. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Non. Alors on m'a fait savoir par rapport aux procurations qu'il y en a qui ont des procurations qui ne votent pas comme eux. Donc je propose d'abord qu'on fasse des votes contre, on va essayer de bien compter. Est-ce qu'il y a des votes contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une procuration qui votent contre? 7. Ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ni pour les titulaires, ni pour les procurations. Et donc on peut considérer que tous les autres sont pour. Donc ça fait 7 contre, sinon c'est pas vérifié dans le papier. Ok. Adopté donc. La délibération suivante, c'est la modification du tableau des emplois avec la création de 2 postes d'adjoints techniques principaux de 2e classe permanent à temps complet. Serge Darlan. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 91-298 du 20 mars 1991, modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet et complet section 1,
vu le tableau des emplois de la commune mis à jour. Madame le maire précise au conseil municipal que suite à réussite de l'examen professionnel d'adjoint technique principal de deuxième classe des 2 agents titulaires, le tableau des emplois de la commune doit être modifié par la création de 2 emplois permanents pour l'année 2023. Aussi, Madame le maire propose la création de 2 postes permanents d'adjoints techniques principaux de deuxième classe, cadre d'emploi des agents territoriaux, à temps complet à 35 heures. Un poste d'agent polyvalent de l'espace vert, un poste d'agent polyvalent du service scolaire. Ces postes sont à pourvoir au 1er janvier 2023. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la modification du tableau des emplois de la commune pour création de 2 emplois permanents à temps complet au 1er janvier 2023. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents recrutés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet, et charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Il s'agit simplement là, non pas de recruter, mais évidemment de pouvoir accorder une promotion, enfin en tout cas nommer 2 agents par rapport à des examens qu'ils ont obtenus. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté donc. La suivante, c'est toujours Serge Arlard, c'est la modification du temps de travail d'un agent titulaire CNRACL. Madame le maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un adjoint technique territorial après avis du comité technique en date du 7 novembre 2022. La suppression de l'emploi d'adjoint technique territorial 28 heures à temps non complet sur les fonctions d'agent polyvalent du service scolaire, la création de l'emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet 33 heures pour exercer les fonctions d'agent polyvalent du service scolaire. La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 374. Le tableau des emplois des agents titulaires est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023. Après avoir entendu, Madame le maire et demandera au conseil municipal après délibération de décider à la création à compter du 1er janvier 2023 de l'emploi à temps non complet 33 heures hebdomadaires sur le grade d'adjoint technique territorial et la suppression à compter du 1er janvier 2023 d'un emploi à temps non complet 28 heures hebdomadaires sur le grade d'adjoint technique territorial. Charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Là aussi, c'est un agent qui nous a fait savoir qu'elle voulait augmenter sa petite horaire. Il avait un besoin de la collectivité. Et donc, quand c'est comme ça, on est obligé de, même si c'est à la demande de l'agent, de passer en CT, de passer après en conseil municipal qui modifie le tableau des emplois et avoir un tableau des emplois en adéquation avec le contrat permis. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des votes contre, des abstentions? Non plus. Adopté donc. Délibération suivante, c'est toujours Serge Arlard, création de 16 emplois non permanents d'agents recenseurs. Vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L332-23 premier alinéa, vu la loi numéro 2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2003-485 du 5 janvier 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement, vu l'arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret numéro 2003-485 de juin 2003 relatif au recensement de la population, considérant la nécessité d'assurer le recensement de la population dont la mise en œuvre relève de la compétence de la commune, conformément à la loi numéro 2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité, considérant la campagne 2023 prévue du 19 janvier au 18 février 2023, considérant la période de formation et de reconnaissance préalable indispensable, considérant la nécessité d'adopter le nombre des agents recenseurs à la population, considérant les prescriptions de l'agent superviseur l'INSEE de disposer de 16 agents en 2023,
considérant que les agents recenseurs seront chargés, sous l'autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis conformément aux instructions de l'INSEE. Considérant que le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public conformément à l'article L332-23 premier alinéa pour accroissement temporaire d'activité, considérant que les agents recrutés seront employés pour une durée de travail forfaitaire de 170 heures et rémunérés sur la base du premier échelon de l'échelle C1 du grade d'adjoint administratif territorial, considérant qu'une indemnité de déplacement d'un montant maximum de 200 € est accordée aux agents recenseurs en fonction du district qui leur a attribué, en application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 relatif au déplacement des agents des collectivités locales. Après les délibérations, il sera demandé au conseil municipal, article 1, de créer 16 emplois temporaires d'adjoints administratifs à temps non complet pour exercer les fonctions d'agent recenseur du 5 janvier 2023 au 25 février 2023. Article 2, Madame le maire sera chargée de procéder au recrutement des agents recenseurs. Et article 3, les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Merci. Donc c'est en vue de la campagne de recensement qui va commencer donc début 2023, pour laquelle il va falloir qu'on arrive à recruter 16 personnes. Si vous connaissez autour de vous des gens intéressés, c'est pas beaucoup d'heures, c'est cumulable, d'après ce que j'ai compris, même avec une pension de retraite, donc s'il y a des gens qui ont envie d'aller se promener dans la commune pour aller voir les gens, voilà. On va avoir du mal à recruter, je pense. On va s'y lancer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre, des abstentions? J'imagine que non. Je vous remercie. La dernière délibération, donc approbation de la convention de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux auprès d'un établissement public local, c'est Nadine Debout. Madame le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la collaboration entre la régie du camping municipal d'Ombre et la commune d'Ombre, il est nécessaire de mettre à disposition du personnel communal. Cette mise à disposition ne peut être réalisée qu'avec l'accord express des agents. Elle est prévue à compter du 1er janvier 2023 pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29, vu le décret numéro 2008-580 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, considérant la délibération du conseil municipal numéro 2022-10-01 du 3 novembre 2022 approuvant la création de la régie camping municipal d'Ombre, adoption des statuts, considérant la délibération du conseil municipal numéro 2022-11-06 du 17 novembre 2022 approuvant la désignation des membres du conseil d'administration de la régie et de la nomination de son directeur, considérant le projet de convention de mise à disposition annexé à la présente délibération, considérant l'accord des agents concernés dans le cadre de cette mise à disposition, considérant la possibilité de faire évoluer le nombre d'agents mis à disposition par avenant en respectant la modalité définie par ailleurs, nous demandons après délibération de décider de formaliser cette mise à disposition entre la régie du camping municipal d'Ombre et la commune d'Ombre dans les termes prévus par la présente convention. Autoriser Madame le maire à faire signer cette convention ainsi que les éventuels avenants. Il dit que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois suivant l'affichage de sa notification et sa transmission aux représentants de l'État dans le département. Le tribunal administratif de Pau peut être ainsi saisi dans les 2 mois par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site de télérecours.fr. Merci.
Donc c'est la suite logique de la création de la régie et de l'installation du conseil d'administration. On est réglementairement tenu de mettre à disposition de l'établissement public un personnel de droit public. Donc ce sera évidemment pour l'instant le DGS, le service comptabilité, donc la responsable du service comptabilité, et pour partie aussi le service RH. Au moins au début. Donc on ne sait pas trop comment trouvent les choses et comment ça avance. Comme ça nous donnera un peu de souplesse. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Robert? Merci. Ouais, juste un détail pour que ça soit clair. Les 3 personnes sont mises à disposition à hauteur de 7 heures par semaine, je crois. Et dans l'article 7, il est marqué que l'organisme d'accueil remboursera à la commune le montant de la rémunération et des charges sociales du fonctionnaire mis à disposition. Est-ce que ça comprend juste, je suppose, juste la rémunération de ces 7 heures et pas la totalité? Parce que ce n'est pas précisé dans le... Et Voilà. s'il faut moins, on facturera moins. Okay. On ne sait pas trop, le tout c'est de se fixer un seuil, mais évidemment, ça ne concerne que les heures effectuées. Bon, ça paraissait logique. Mais... Là, ce sera un seuil maxi, c'est comme ça que nous on entend, même si on sait que ça va être difficile à comptabiliser, à tout mettre bout à bout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que oui, on sert que les 7 heures. D'accord. Oui, à l'équipe de rembourser tout le salaire des 3 jours. Ça paraissait logique, mais comme la rédaction était un peu ambiguë, je voulais être sûr. Merci. Il y a d'autres questions? Une petite déclaration. Mesdames, Messieurs, les délibérations sur le sujet du camping municipal se succèdent à chaque conseil et nous avons des informations légèrement différentes sur les sujets déjà discutés. Par exemple, sur le contenu du tableau dit comparatif, on a parlé, je prends l'extrait du PV du conseil du 17 novembre, on en a parlé l'autre jour. M. Babillier intervient et dit que ce qui fait quiproquo, c'est que sur le projet de délibération, il est indiqué résultat net, alors que sur le procès verbal, il est indiqué redevance. Il constate donc que le terme indiqué sur le projet de délibération est différent de celui mentionné sur le procès verbal, d'où l'incompréhension. Madame le maire rappelle les débats des élus en séance, à l'époque sur ce sujet, qui les a amenés à se positionner. Il est juste, et c'est le terme résultat net. Si on prend les extraits du PV du conseil municipal du 7 juillet, les sujets là-dessus, c'est M. Robert qui pense que dans le paragraphe concernant les comparatifs des structures et des modèles économiques équivalents à la SAR et l'OGA, le terme résultat net n'est pas approprié et demande si ce n'est pas plutôt le terme redevance. Il n'y a rien d'autre sur le PV. Si on écoute les extraits audio du conseil municipal du 7 juillet, donc M. Robert dit à la suite des résultats nets, en fait, c'est les redevances, c'est ça? Madame Belin me dit, vous êtes à quelle page? Eh bien, à la page où il y a la liste des campings, le résultat net, c'est la redevance qui est versée en fait. Madame Belin vous dit, non, 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 c'est le résultat net. Sébastien Robert, il dit, alors, je ne comprends pas trop la logique du tableau, il y a un brouhaha, on entend des discussions, et Madame Belin vous dit, ah non, c'est la redevance, c'est la redevance. Monsieur Babillier dit, ça ne peut pas être le résultat net, ou alors si c'est le résultat net, la redevance c'est 14% de ça. Monsieur Robert dit non, la redevance elle est calculée par rapport au chiffre d'affaires et pas par rapport au résultat. Voilà, les différents extraits des différents conseils sur ce sujet sont assez parlants. Quand on vous dit que c'est pas clair, c'est que c'est pas clair. Les derniers mots de Mme Belin, le 7 juillet, c'est le terme du tableau sont, c'est la redevance, c'est la redevance. Les derniers mots de Mme Belin, le 17 novembre, sur le même terme, c'est les débats des élus en sciences qui les a amenés à se positionner. Il est juste, et c'est le terme résultat net. C'était exactement l'inverse de la réalité. Nous nous réservons donc le droit de prévenir la préfecture, car pour la délibération numéro du 7 juillet 2022, il nous semble que les débats ont grandement été faussés. On nous a donné des exemples de camping qui n'ont pas grand-chose de comparable aux nôtres, car privés, donc sans redevance à verser, ou des termes utilisés qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Comme nous l'avons expliqué depuis le début de notre mandat de groupe minoritaire, notre rôle est de faire la lumière sur des sujets importants comme celui-ci et de voter en connaissance de cause. Or là, les réponses à nos questions sont variables et donc peu claires. Nous affirmons que cette décision ne nous semble pas bonne, ni pour les 7 ou 8 salariés en CDI que vous avez clairement menacé à un conseil municipal de suivre vos directives ou de démissionner. Pour les autres, il n'y a rien qui est prévu. Ni pour la commune, qui devra encore une fois provisionner une somme d'argent importante, dans un premier temps pour la création de la régie et de sa trésorerie, et dans un second temps pour indemniser l'ancien gérant, pour la perte de chiffre d'affaires et la part de VNC. Pour cette délibération sur le personnel mis à disposition, nous nous abstiendrons en cohérence avec nos votes précédents sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes constant. À chaque fois, vos déclarations, elles n'ont rien à voir avec la délibération qu'on vient de lire. Par contre, on est constant.
constante dans la position qu'on a. Vous êtes absolument pas constante dans les termes que vous utilisez. Ben oui. Et c'est là-dessus qu'on doit être constant, c'est le thème qu'on utilise. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non? Des votes contre? Des abstentions? Non, moi, je prends plus part au vote. J'ai dit la dernière fois Oui, sur c'est tous vrai, ces. pardon. M. Robert ne prend pas part au vote. 6 abstentions. OK. Je vous remercie. On en arrive à la fin de l'ordre du jour. Avec donc les questions diverses. Nous en avons reçu une du groupe Vivre, qui est la suivante. Les travaux dans le cadre du plan plage vont certainement commencer dans les prochains jours. Avez-vous des informations à nous communiquer sur les échanges de terrain avec l'ONF? Sont-ils réalisés? Si oui, avec quel terrain? Sinon, avez-vous l'accord du propriétaire avant d'entamer les travaux sur le parking? Alors, évidemment, l'ONF est au courant, puisqu'ils sont nos partenaires depuis le début et qui ont construit le projet avec nous. Donc, évidemment, qu'ils sont au courant de tout. Et la procédure d'échange de parcelles est en cours avec des négociations qui continuent et qu'on finalisera dans les prochaines semaines en coopération avec l'ONF. Pour ce qui est des travaux, ils ont effectivement commencé. On a fait démonter les terrasses devant chez le glacier. Un premier point de chantier a été fait lundi, me semble-t-il. Et voilà. Ça devrait commencer incessamment sous peu avec une fin de chantier annoncée dernière quinzaine de mai ou première quinzaine de juin. Tout début juin. Donc on n'a pas beaucoup de marge, ils le savent, mais bon, voilà. A priori, ça devrait suffire. Donc on en est là. Vous dire avant qu'on se quitte, M. Roulard, pardon. Oui, j'avais juste une question. Je comprends que les négociations sont encore en cours par rapport à cette acquisition, et qu'a priori elles vont en bon train. Mais si jamais ça n'a... Ça aboutira, c'est juste savoir quelle parcelle ils veulent et voilà. Ok, c'est sûr pour vous que la négociation va aboutir. Oui, okay. Aussi. D'accord. Monsieur Pasquier. Si vous ont autorisé à effectuer les travaux, c'est un accord entre eux. Bah, ils auraient pu vous autoriser à effectuer les travaux sur leur parcelle. Non, voilà. On a multiplié les échanges avec eux et voilà, la négociation, le tout c'est de savoir quelle parcelle et tout, puisque jusqu'à présent, ils ne voulaient pas de parcelle ici sur Londres, donc on est encore en négociation avec eux là-dessus, mais ça suit son cours. Vous dire quand même que ce week-end, il va y avoir un certain nombre d'événements. Il y a le vide-grenier de l'APE, alors on ne liste jamais ici l'ensemble des manifestations qui se passent sur la commune parce qu'il y en a beaucoup trop, mais là il y aura quand même des manifestations un peu particulières dans le cadre du Téléthon. Et à 11h, il y aura l'inauguration de la pose de la première pierre de la maison des jeunes, à laquelle vous avez dû être conviés, à laquelle tout le monde est bien sûr convié. Tous les lundis, normalement, il y a un mail qui est parti. Il y a eu une communication sur la famille. On n'a pas eu un mail? Moi, j'ai pas eu un mail. Aujourd'hui, alors, ils ne sont peut-être pas tous partis, mais je vous le dis officiellement. Donc, tout le monde est invité donc, à faire la pose de la première pierre de la maison des jeunes samedi matin sur site à 11h avec la présence de nos cofinanceurs. Voilà. Je vous remercie.